Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon nouveau partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste, fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaise surprise. Impôts, charges, obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, moi je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode. Compose, épisode 84. J'ai vraiment vu qu'il y avait un problème d'équilibre, en tout cas, par rapport à ce public-là, les ASBL. Et c'est un public que j'ai souvent eu dès le départ. Donc, ça fait plus ou moins 15 ans maintenant que je suis dans le web et que je produis des sites Internet. Et j'ai beaucoup d'ASBL qui m'ont contacté parce qu'en fait, ils aiment bien le côté humain. Ils aiment bien avoir qu'un interlocuteur et pas une agence parce que c'est plus abordable aussi financièrement, évidemment. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu cette politique-là depuis le début dans les sites Internet que j'ai créés de finir par une formation pour que les personnes puissent utiliser le site Internet. Parce que pour moi, un site Internet, c'est pas une vitrine, c'est un outil avant tout. Et j'ai toujours eu cette politique-là et certaines agences ne l'ont pas. Et donc, du coup, j'ai déjà rencontré des ASBL qui me disaient, en fait, j'ai fait appel à une agence, mais je ne sais pas utiliser mon site Internet. Ouais. Et là, c'est problématique parce que tu te dis, c'est comme si on te donnait un tournevis et qu'on ne t'apprenait pas à l'utiliser. Donc moi, je finissais toujours tous mes contrats par des formations à distance, enregistrées, comme ça, ils ont vraiment un tutoriel, etc. Ah oui, trop bien. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Jonio, web designer et fondatrice de Nomad Impact, une plateforme qui connecte des ONG ou SBL et des freelances en com. C'est son projet que j'ai choisi de mettre en avant dans le cadre de ce podcaston. Ensemble, on a parlé du fait qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses, mais se lasse très vite. De sa vie de digital nomade en Asie avec sa femme, de l'importance de la transmission, de la naissance de Nomad Impact et de son repositionnement par la suite, de la mise en relation des experts et expertes avec les ONG et ASBL, de modèles de financement de son projet, des ressources fournies par la plateforme, de son ambition de faire de Nomad Impact une ONG d'ici quelques années, d'autonomie, d'organisation, de discipline, et on termine par une petite leçon de communication. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Elle le dit elle-même, Charlotte parle parfois comme une daronne, parfois comme une nerd. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Charlotte d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Je t'en prie Julie, merci à toi de me recevoir. On est donc dans un épisode spécial podcaston parce qu'on va mettre en avant un projet que tu as créé, Nomad Impact. Mais d'abord, je voudrais revenir sur toi. Ouais. Donc, tu es web designer, tu as fait des études de cinéma à la base. Je voudrais savoir en fait, justement, comment est arrivé ce parcours dans la vidéo. Donc, comme tu dis, j'ai fait des études de cinéma. J'ai un master en histoire du cinéma. Donc, techniquement, je suis historienne du cinéma, mais j'ai vite découvert qu'il n'y avait pas vraiment de débouché là-dessus, sauf si je tue un critique de cinéma. J'ai rien contre Hugues Daillet, donc voilà. Et donc, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Donc, j'ai fait vite, à la suite de mes sorties de l'UNIF, 2 formations. Une formation en graphisme, web design et création d'interface web. Et ça a duré environ 1 an et demi. Chez Technocité à Liège. Trop et bien. J'ai fait une autre formation de cadrage montage parce que j'adorais le montage vidéo à la base. C'est vraiment le boulot que je voulais faire. Ça, c'était à non, c'était pas à Technofutur, c'était à Mons, au centre Corail de Mons. Ouais. Et donc ça, c'est des formations que j'ai un peu faites dès que je suis sortie des études. Et à 25 ans, j'avais vraiment déjà
un bel éventail d'activités et de formations. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, rapidement, les personnes ont commencé à me demander des sites internet. Et donc, c'est vraiment une formation qui m'a vraiment amenée à développer des sites internet. Et j'avais une formation, la racine de mon master, c'est en communication. Donc, je m'y connaissais en com, donc j'ai commencé à avoir des boulots dans la com. Et ici, je suis depuis 1 an et demi aussi au KIC, en tant que Media Lab Manager du TRAC. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes. Mais et donc, j'accompagne des indépendants, des porteurs de projets pour développer leur site internet, leur com, leur stratégie sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, quoi. Trop bien. Et pourquoi tu as eu cette envie vraiment d'être multicasquette? Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de compétences différentes. Pourquoi tu as été vers ça? Je pense que depuis que je suis jeune, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, parler du web sans comprendre la vidéo, ou sans comprendre la photo, ou sans comprendre... Parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus spécifique parce qu'on commence à comprendre qu'il y a des boulots dans le digital qui sont un petit peu structurés. Mais il y a 15 ans, je parle déjà comme une daronne, mais il y a 15 ans, le web, tu devais savoir faire de la photo, faire de la vidéo, etc., quoi. Et moi, j'ai toujours aimé le cinéma, l'image de manière générale, et le montage, comme je t'ai dit. Donc, en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses et je me lasse très vite. Donc, je me forme en permanence. Je suis sûre que dans quelques années, je vais faire une nouvelle formation. Je fais de la peinture aussi. Donc, j'aime vraiment l'image sous tous ses aspects, en fait. L'image, qu'elle soit animée, le dessin animé, ce genre de choses-là. J'ai travaillé dans des studios de dessin animé aussi. Trop bien. L'image fixe avec la photo, l'art graphique. Donc, je suis graphiste dans tous les sens du terme, je pense. Voilà. Oui, tu peux retracer un peu ton parcours de la fin de tes études à vraiment ici depuis 1 an et demi au TRAC. Ouais, j'ai eu beaucoup de boulots différents. Alors, ça veut pas dire que je suis pour autant éparpillée. Je pense que c'est des trajectoires de vie qui se font. Donc, j'ai été journaliste pendant 6 mois quand j'ai fini mes études à Sud Presse. Je me suis vite rendu compte que c'était pas trop mon truc, la presse locale. J'ai rien contre Sud Presse, mais voilà, je me suis rendu compte que c'était pas j'ai une bonne plume, mais j'avais pas vraiment des ambitions d'être journaliste. Ensuite, j'ai travaillé dans un studio de dessin animé qui s'appelle Digital Graphics, pendant 1 an et demi, je pense. Et en parallèle, j'avais déjà développé une activité indépendante dans le montage vidéo. Donc, je montais pour des studios, en fait, qui revendaient ensuite les vidéos à AB3, ce genre de chaîne-là, quoi. Donc, j'ai bossé de manière indirecte pour AB3, en tant que productrice et monteuse aussi. Ensuite, j'ai bossé dans la com. J'ai été la responsable communication du Bois du Casier, qui est un espace muséal à Charleroi, l'ancien site du Bois du Casier, le site minier, qui est quand même classé à l'UNESCO, donc c'est quand même un site important au niveau muséal. Et puis, j'ai travaillé à l'université de Namur dans le projet du TRAC. On m'a vite repéré au KIC, on a dit celle-là, on l'aime bien. Et ensuite, je suis partie à l'étranger pendant 2 ans avec mon épouse, en tant que digital nomade. Annick Castio, la rectrice de l'UNIF, a bien voulu que je continue mes activités à distance, mais j'étais en temps partiel. Et c'est là que j'ai vraiment pris l'ampleur un petit peu des activités indépendantes et surtout de la vie de digital nomade. Et donc, on est parti pendant 1 an et demi, 2 ans, et on est rentré il y a environ 1 an et demi. Et dès que je suis rentrée, les équipes du KIC me sont tombées dessus et je suis devenue Media Lab Manager directement, quoi. Trop bien. Voilà. Et cette vie de digital nomade, pourquoi vous l'avez choisie avec ton épouse, justement? Pourquoi vous avez décidé de partir? Je pense qu'il y a eu une lassitude du quotidien à un moment donné. On est des filles toutes les deux assez ambitieuses, qui s'ennuient vite, qui ne supportons pas trop la routine. Et on a eu des moments de vie où moi, j'ai perdu ma grand-mère, qui était vraiment un support assez important dans ma famille, et Lina a perdu sa mère. Et du coup, on s'est rendu compte c'est pas qu'on avait plus trop d'attaches, mais qu'on tournait un petit peu en rond en Belgique, qui était un pays assez petit, et donc on fait vite le tour, surtout que la Belgique est encore structurée. C'est encore un pays spécifique où il y a le nord, le sud, donc au niveau professionnel, si tu ne parles pas le néerlandais, t'es vite résumé à 3-4 villes, donc moi, ça me frustre un petit peu. J'avais d'envie d'ailleurs. On était déjà allé en Thaïlande quelques années plus tôt, et on était vraiment tombés folle amoureuse de ce pays. Et donc, effectivement, je me suis renseignée pendant longtemps sur les digitaux nomades, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en Belgique, en tout cas. Nous, on n'a pas rencontré beaucoup de Belges pendant notre séjour. C'est beaucoup d'Allemands au niveau européen, de Français et d'Anglais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le secteur anglo-saxon qu'il y a beaucoup de digitaux nomades. Et je pense qu'on était des seuls digitaux nomades belges à l'époque. Surtout homo, encore. Petit queer moment. Mais et effectivement, j'ai googlé digitaux nomades Belgique et tout ça. Je voyais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, on pourrait même lancer un blog des digital nomades belges. Puis finalement, on l'a pas fait parce qu'on avait tellement de travail sur place qu'on n'a pas eu le temps de mettre ça en place, mais ça aurait été sympa. Et en fait, les digital nomades, qu'est-ce que c'est? Pour refaire un petit peu un résumé, ce sont des personnes qui travaillent à distance avec leur ordinateur, donc qui partent à l'étranger avec leur ordinateur et qui travaillent à distance dans tous les pays du monde.
Alors, il y a différentes sortes de digitaux nomades. Je pense qu'on compte plus ou moins 8 millions quand même de digitaux nomades aujourd'hui. Oui. Parce que j'ai rencontré aussi des pros du digital nomade, des sommets, etc. Donc on compte 8 millions de personnes, mais la moitié sont des personnes qui sont employées en fait et qui ont l'autorisation de leur employeur de partir travailler à l'étranger. Ouais. Et je pense qu'effectivement le Covid a ouvert la porte enfin en tout cas ça existait déjà depuis une dizaine d'années, mais ça a provoqué un grand boom. Parce que pendant un an et demi, ça dépend des pays, mais beaucoup de gens ont travaillé depuis chez eux et ils se sont dit en fait je pourrais travailler depuis une plage, depuis un pays que j'adore, voilà. Et donc, les employeurs, il y a eu cette petite fenêtre de tir où on a pu demander du TT. Moi, j'ai foncé dedans directement. Et donc, c'est là-dedans, voilà, c'est la corrélation de plein de choses. Je pense que le Covid a aussi sonné quelque chose chez tout le monde. Il a beaucoup impacté aussi notre quotidien parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, on vivait à du 100 à l'heure et que la façon de ralentir un peu, c'était chouette aussi de ralentir. Donc, on s'est mariés. Dans la foulée, un mois plus tard, on était partis. On a tout mis dans un garde-meuble. On a vidé l'appartement et on est partis pendant 1 an et demi. On a fait 8 pays différents, je pense. La première année, on a bougé vraiment dans beaucoup de pays. La deuxième année, vu qu'on était très fan de la Thaïlande et que les infrastructures sont vraiment optimales pour les digitaux nomades, on est resté plus en Thaïlande et au Vietnam. On est rentré il y a 1 an et demi environ. Trop bien. Et du coup, tu bossais sur quoi quand tu étais là-bas? Alors, je bossais en temps partiel sur mon activité pour le track à l'UNAMUR. Donc, je coordonnais des événements pour les entrepreneurs, donc des événements qu'on appelle de fertilisation, c'est-à-dire des conférences un peu inspirantes. Donc, je coordonnais tout ça et la recherche-action aussi de 3 chercheuses qui travaillaient pour l'université, mais dans le cadre du projet track. Oui. Une recherche en créativité, une recherche sur les tiers-lieux, parce que le track est un tiers-lieu, en tout cas essaye de l'être, et sur l'entrepreneuriat durable. Donc ces 3 recherches-là ont été créées pendant la création du track, et on continuait, parce qu'on appelle ça des recherches-actions, c'est-à-dire c'est des recherches qui sont des recherches de terrain en fait, donc qui s'appuient vraiment sur ce qu'on fait sur place, quoi. Donc j'ai coordonné tout ça en mi-temps, et j'avais mon activité d'indépendante en plus dans le web. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai travaillé avec beaucoup d'ASBL, parce que quand on est freelance, on n'attrape pas souvent les gros contrats, des grosses boîtes, des banques, etc. De toute façon, je n'ai pas envie de travailler pour des banques. C'est ce que j'allais te demander. Ça, c'est dit, c'est enregistré. Et en fait, je me suis rendu compte que les ASBL, en fait, c'était toujours la même demande qu'elles avaient. C'était pas tant d'avoir un outil, c'était de pouvoir utiliser cet outil. Et il y a une énorme nuance entre le fait je veux un site internet pour qu'il soit beau et qui me fasse, qui me montre ma marque ou ce genre de choses-là. Et en fait, j'ai besoin d'un outil de communication. Et beaucoup d'ASBL, malheureusement, n'ont pas d'équivalent temps plein ou de personnes dédiées à la communication. Et donc, j'ai vraiment vu qu'il y avait un problème d'équilibre, en tout cas, par rapport à ce public-là, les ASBL. Et c'est un public que j'ai souvent eu dès le départ. Donc, ça fait plus ou moins 15 ans maintenant que je suis dans le web et que je produis des sites internet. Et j'ai beaucoup d'ASBL qui m'ont contacté parce qu'en fait, ils aiment bien le côté humain, ils aiment bien avoir qu'un interlocuteur et pas une agence, parce que c'est plus abordable aussi financièrement, évidemment. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu cette politique-là depuis le début dans les sites internet que j'ai créés de finir par une formation pour que les personnes puissent utiliser le site internet. Parce que pour moi, un site internet, c'est pas une vitrine, c'est un outil avant tout. Et j'ai toujours eu cette politique-là et certaines agences ne l'ont pas. Et donc, du coup, j'ai déjà rencontré des ASBL qui me disaient en fait j'ai fait appel à une agence mais je ne sais pas utiliser mon site internet et là c'est problématique parce que tu te dis c'est comme si on te donnait un tournevis et qu'on t'apprenait pas à l'utiliser. Donc moi je finissais toujours tous mes contrats par des formations à distance enregistrées comme ça, ils ont vraiment un tutoriel, etc. Ah oui, trop bien. Et donc j'ai fait ça, des tutoriels depuis Bali, de la Thaïlande, etc. en français, en anglais. Et les choses se sont un peu en fait alignées parce qu'en fait donc on a découvert la vie digitale nomade qui est vraiment une vie vraiment très chouette, qui est faite je pense pour les gens plus jeunes. Là on commence un peu à vieillir toutes les deux, mais en fait tu profites d'un taux de vie vraiment moindre. Donc on peut couper en Thaïlande, on peut couper le coût de vie en 4-5, au Vietnam 6-7 même. Donc tu peux vraiment vivre sur un salaire et tu vis un peu à ton rythme, mais bon, le décalage horaire fait que des fois il t'arrive de faire 2 journées parce que tu te réveilles plus tôt, parce que ton cycle fait que tu te réveilles tôt et tu vas t'endormir à minuit parce que ta journée commence à 14 heures, quoi. Et alors on a découvert plein de communautés digitaux nomades et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de talents sur place, dans des petites îles de 11 km², il y avait plein de talents sur place, il y avait plein de web designers, etc. Et pourtant, sur place, il y avait aussi des ASBL qui avaient vraiment besoin de ces structures-là. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi il n'y a pas la communication qui se fait? Pourquoi les gens sont avec leur casque devant le cowork? Pourquoi il n'y a pas d'interaction qui se fait?
Et j'ai beaucoup parlé à des digital nomades la 2e année qui ressentaient un peu un vide existentiel parce qu'effectivement, on critique souvent les digital nomades comme en disant qu'ils sont des nouveaux colons parce qu'ils profitent d'un taux de vie, voilà. Ben ça, c'est le cas pour, je pense, la plupart des expatriés, ça, il faut reconnaître. Mais ils veulent aussi s'impliquer. Donc, j'ai rencontré plein de digital nomades qui avaient vraiment une fibre un peu sociale, qui disaient, moi, j'aimerais bien m'impliquer, mais pas forcément uniquement en versant, en faisant un don dans une ASBL, etc., quoi. Et puis, quand on est rentré de Belgique, moi, je me suis dit, j'ai vraiment eu alors c'est extrêmement cliché de dire, mais un changement de vision de la vie, évidemment, parce que quand tu vis près de 2 ans en Asie, ta vision de l'argent change, ta vision de l'espace nécessaire pour vivre change, ta vision des besoins change. Quand t'as une vie dans un sac à dos pendant 1 an et demi, t'as plus besoin de meubles, en fait, parce que tu te rends compte que tes meubles t'ont pas manqué. Et donc, rentrer, j'étais un petit peu déboussolée du retour. Et j'ai essayé, du coup, de me dire, je vais faire du bénévolat. Et je suis allée sur des grandes plateformes de bénévoles. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était un business assez affreux, en fait, qui lui te demande des sommes délirantes pour aller, je sais pas, 2 semaines au Vietnam dans un orphelinat. Et alors que tu connais le coût du Vietnam vu que tu y as vécu, et tu te dis, en fait, vous faites des marges bénéficiaires complètement folles. Et quel est vraiment l'impact que j'ai produit? 0, parce qu'en fait, c'est vraiment de l'expérience. Si je n'ai pas envie de travailler dans un orphelinat, par exemple, tu peux aller nourrir les éléphants. Oui, ok, d'accord, mais plein d'autres personnes peuvent le faire. Donc, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout, il n'y a pas vraiment de plus-value dans ce type de bénévolat. C'était vraiment comme des agences de voyage. En fait, dans quel pays voulez-vous aller? Très bien. Vous allez apprendre le français au Sénégal. Et puis, je parlais à la dame, je disais, mais je n'ai pas de formation de prof. C'est pas grave. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut dire ça, quand je dirais, j'ai peur de faire des erreurs en français, même à l'écrit, je sais pas. Donc, j'étais là, non, il y a un truc. J'ai vraiment senti une tension. Je me suis dit, je ne m'y retrouve pas là-dedans. Et donc, corrélé à mon expérience de web designeuse dans les ASBL, où j'ai vraiment senti qu'il y avait des demandes, et à notre expérience de digital nomade, je me suis dit que ce qui serait cool, en fait, c'est de proposer du volontariat ou du bénévolat, mais vraiment d'expertise, quoi. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de Nomad Impact à la base. C'était vraiment faire du volontariat, d'expertise, avec une plateforme 100% gratuite, des missions pro bono, etc. Je suis allée franc battante en Thaïlande en décembre-janvier, ici cette année, avec mon projet sous le bras, avec des cartes de visite toute seule, en me disant, voilà, je vais les motiver. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'avais pas pensé à mon public cible, qui sont les digital nomades ou les freelances. Et qu'en fait, les freelances, pour eux, le temps, c'est de l'argent et c'est tout à fait normal. Et donc, ils vont pas pouvoir se permettre un mois d'aller travailler sur place. En plus, j'imaginais qu'ils pouvaient aller sur place. Donc, j'étais vraiment plein de bonnes intentions. Et j'ai vite je vais pas déchanter, mais j'ai revu mon scope. Simplement, en fait, parce que je suis allée voir ce qu'on appelle mes personas en marketing, qui sont vraiment les utilisateurs. Et je me suis dit, après quelques rendez-vous, donc j'ai vraiment été dans des coworks, etc. Mais vu qu'on avait un peu l'habitude, les gens nous reconnaissaient ou on s'est fait des connaissances, donc on est un peu plus introduit, je vais dire. Et je me suis vite rendu compte que j'allais pas partir sur un bon pied avec ce principe de bénévolat d'expertise. Mais par contre, avec un principe de tarif solidaire et de mission à distance, en remote, parce qu'en fait, les digital nomades sont très bien dans les pays où ils sont, qui choisissent. Et donc, ils sont pas prêts de partir pendant 1 mois. Les ASBL, des fois, ou les ONG n'ont pas les budgets pour les accueillir. Et donc, j'ai pris plein de notes de leur retour, etc. Je suis revenue et j'ai rechangé j'ai fait la V2 de Nomad Impact en me disant, bon, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va plutôt être à distance. Donc, ça va être que des offres en distanciel, en remote. Et ça va être à des tarifs solidaires, donc à des tarifs abordables. Et en gardant toujours l'idée de transmission. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de tout le projet de Nomad Impact, c'est vraiment la transmission. Donc, j'ai développé la SBL, j'ai posé le projet, merci, c'était cool de recevoir le petit courrier du SPF Finance avec la facture, mais bon. Et donc, la SBL a été déposée il y a 2 mois maintenant, mais 1 mois et demi peut-être, et j'ai commencé quand même en Thaïlande et au Cambodge parce que j'avais fait une mission au Cambodge, on en parlera peut-être après. Mais en Thaïlande, j'ai commencé quand même à prendre des contacts, de voir des personnes qui présentaient quand même un intérêt pour le projet.
Et je leur suis revenue en disant, en fait, j'ai refait un peu le scope du projet. On va plutôt partir sur un tarif de 35 €, donc c'est-à-dire $40 de l'heure, je pense, qui est un tarif en deçà de ce que les indépendants demandent, mais qui est un tarif solidaire. Sur des projets qui sont extrêmement cadrés. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai 15 ans d'expertise dans le web. Et donc, j'ai mis au point plein de déroulés, en fait, aussi dans le cadre de mes accompagnements au Media Lab, évidemment, qui permettent de développer des sites Internet de manière carrée, structurée. Et donc, j'ai mis mon cerveau vraiment sur la table et j'ai demandé à une IA, est-ce que tu peux me développer, s'il te plaît, une plateforme où on pourrait encoder des missions, où les missions pourraient être découpées en tâches avec un calcul de temps, une estimation du coût, une estimation de ce que ça pourrait coûter aux ASBL, etc., tout en restant abordable. Moi, c'était vraiment ma question, c'est être abordable et voir si, à un moment donné, on peut faire du pro bono. Ça, c'est encore une dimension qui est encore en projet. Donc, j'ai développé vraiment une plateforme qui s'appelle nomadimpact.app, sur laquelle on encode, en fait, il y a des comptes des ASBL qui peuvent être créés, il y a des comptes des experts qui peuvent être créés, et on fait un matching, en fait, entre les deux. Moi, je suis toujours, de toute façon, à checker tout le monde. Je check évidemment les backgrounds des experts, parce que j'ai pas envie de personnes qui sont pas au-dessus vraiment avec les outils, parce qu'il y a vraiment des outils qu'on favorise, c'est-à-dire des outils très didactiques, Elementor, par exemple, pour les sites internet, WordPress. Pour le web, pour le graphisme, beaucoup Canva. Il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, qui a démocratisé le graphisme. On s'en moquait au début de Canva, dans des mèmes très rigolos, mais je pense qu'ils ont bouffé Adobe, et ça, on doit le reconnaître, parce que ils ont justement pensé comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont devenus accessibles, collaboratifs. Et donc, moi, ma plateforme, c'est vraiment, c'est pas du tout la même technique que Canva, mais il y a la dimension, c'est vraiment la transmission et l'accessibilité aussi. Donc, on utilise ces outils-là. Donc, les experts qui me contactent pour être présents sur la plateforme et pour être matchés avec les missions, c'est des personnes qui ont de l'expérience soit dans la création de sites internet, soit dans la création de graphisme, de support de graphisme print ou web, ou soit même j'ai des nouveaux profils qui viennent d'émerger maintenant, c'est les CRM, donc c'est-à-dire c'est la gestion des data et la data visualisation, parce que c'est aussi essentiel dans toute structure, toute entreprise, et aussi des personnes qui développent des outils avec de l'IA. Ça, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne, évidemment, parce que moi, je l'utilise aujourd'hui, l'IA, dans le projet Nomad Impact, quasiment au quotidien. Je veux dire, j'ai un custom GPT consacré au projet, qui ont mes fiches d'ASBL, etc. Donc, j'ai mon petit assistant, parce que sinon, je pense que j'aurais été en Thaïlande toute seule et je me serais dit, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce projet à la con? Et je l'ai eu, l'hésitation, parce que je suis arrivée et voilà, j'ai vu des portes se fermer. Je me suis dit, mais je pars dans n'importe quoi. En fait, après, je me suis rendu compte que non, je suis juste allée parler aux bonnes personnes et j'ai eu les bons retours, quoi. J'ai parlé ensuite à des freelances en Belgique qui m'ont fait les mêmes retours aussi. Et moi, je veux bien faire du solidaire, mais pas du 100% freelance. Gratuit, Et surtout, c'est mes horaires à la carte parce que j'ai d'autres contrats. C'est aussi à distance. Donc, voilà, j'ai tout mis en place pour développer un outil. La plateforme est toujours en développement. Là, elle est tout à fait fonctionnelle, mais il y a toujours des petits features que je vais ajouter. Mais les profils que je recherche dans les experts, parce qu'on pourra en revenir aux experts, c'est vraiment des gens qui sont didactiques à la base. Ça peut être des profs, ça peut être des gens qui donnent des formations. Ici, j'ai eu beaucoup de personnes j'ai eu 2-3 personnes, beaucoup je dis, qui donnent des formations. Donc ça, c'est vraiment le profil que je cherche, parce qu'en fait, vraiment, la dimension didactique, je pense qu'elle est même quasiment essentielle. Donc c'est vraiment ces profils-là que je regarde, parce que si quelqu'un développe un site internet et qui sait pas l'expliquer à l'ASBL, moi, c'est pas le profil qui m'intéresse. Les créatifs, c'est super. Les artistes, c'est super, mais s'ils savent pas expliquer comment utiliser, c'est passer à côté du sujet, quoi. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc c'est comme ça que la plateforme est née. Donc il y a le site internet de Nomad Impact sur lequel on présente l'émission, on explique quel est le projet, comment ça fonctionne pour les ONG ou les ASBL et comment ça fonctionne pour les experts. Et puis il y a l'application qui, elle, est vraiment le cœur du projet, sur lequel tout se passe, et les experts peuvent se connecter, valider des missions, ils peuvent avoir des retours de l'ASBL. Il y a un petit chat aussi pour que l'ASBL et les experts parlent directement. Il y a toujours un kick-off avec moi quand même pour un peu cadrer tout, si jamais par exemple les gens sont pas familiers en anglais, si on part à l'international. Mais j'aime quand même toujours un kick-off pour avoir une vue de la coordination de la mission, et il y a toujours une formation à la fin, quoi. Donc, trop bien.
T'as devancé plein de mes questions. Ouais, je m'en doutais parce que t'arrêtes pas de parler. C'est pas grave. Je me suis dit, je parle. C'est le but d'un podcast, donc c'est bien. Mais du coup, pour revenir à ça, concrètement, voilà, tu veux rentrer sur la plateforme en tant qu'expert. Tu sais expliquer quel profil tu recherches exactement et quelles sont un peu les étapes, en fait, avant d'être vraiment référencé sur la plateforme. Okay. Donc, les profils que je cherche, comme je t'ai expliqué précédemment, c'est vraiment des personnes qui ont une dimension didactique en eux, plus pédagogique en tout cas, et qui pourraient m'expliquer à quiconque, quelqu'un qui sont pas forcément des personnes qui sont pas forcément digitaux natives ou familiers avec le web, comment fonctionne le site internet, comment fonctionne un header, un footer, comment fonctionnent des balises dynamiques sur un site internet, le SEO aussi parce qu'il y a une dimension aussi de référencement. Les graphistes, j'aimerais bien qu'ils créent des supports qui puissent être réutilisables dans Canva, donc des templates. Donc ça, c'est des profils que je cherche et c'est souvent des personnes qui sont un peu plus médiors, voire seniors quand même. Parce que les juniors, c'est sympa, mais il va quand même falloir les cadrer beaucoup. Parce que ici, on est quand même sur une base de confiance et d'autonomie avec les experts. Donc, ces profils que je recherche, c'est des web designers avec 5 ans au moins d'expérience, avec cette dimension didactique aussi, des graphistes, qui ont envie de travailler avec Canva, parce que je sais qu'il y a des graphistes qui ne veulent pas travailler avec Canva, donc ça, je suis désolée, mais vu que c'est l'outil qu'on favorise en plus, c'est l'outil qu'on va utiliser de manière générale, d'autant plus que j'ai des abonnements pour la SBL, donc c'est ça l'idée, quoi. Et alors, des personnes qui savent développer des CRM, et ça, c'est vraiment, en fait, l'outil qui me semble, en fait, le plus important pour les ASBL. Et aussi des personnes qui savent auditer les outils de communication d'une ASBL. On commence toujours par un petit audit quand même, histoire de voir simplement où on en est, ce que les gens cherchent, etc. Quels sont leurs retours, quelles sont la fréquence de leurs publications, si c'est que du réseau social, s'ils ont des supports de dons, de donations, etc., de legs. Tout ça, c'est un peu un truc qu'on audite, mais de manière assez rapide. Ça, c'est vraiment une courte mission. Donc ça commence toujours par plus ou moins ça, sauf si les personnes nous disent on part de rien. Il n'y a pas d'outil d'affaires parce que tout est à construire. Donc ça, c'est des profils aussi que je cherche, des personnes qui savent auditer les réseaux sociaux ou qui savent ou des profils de community manager. Mais pareil, avec une transparence complète sur ce qu'ils font dans les actions. Et aussi, donc comme j'ai expliqué, des personnes qui savent développer des CRM. Parce que quand je suis partie en mission au Cambodge, la toute première mission de Nomad Impact, on a développé plusieurs outils et en fait c'est le CRM qui s'est avéré le plus utile parce que les ASBL n'avaient aucune vue sur leurs chiffres. En fait, c'est un syndicat de défense des travailleurs au Cambodge. Donc il faut savoir que le Cambodge, il y a beaucoup d'usines de textiles notamment qui sont envoyées en Europe qui existent là, et beaucoup aussi de brasseries, beaucoup d'usines alimentaires, et donc il y a beaucoup d'usines en dehors de Phnom Penh. Et donc les syndicats ici, ils demandaient juste 1% de leurs revenus pour financer le syndicat. Et le syndicat, la comptable, etc., se disait mais ça va, on a autant on a autant de membres, donc on a autant d'argent. Et en fait, quand on a analysé les résultats des factures et des Excel, etc., on s'est rendu compte que 1/3 des personnes payaient. Donc, il y avait 33% des personnes, Donc, ça faisait $35 000, parce que c'est le dollar au Cambodge, qui est la devise. $35 000, alors qu'ils devaient en gagner 140 000, quelque chose comme ça. Donc, quand je leur ai montré les chiffres, là, il y a un silence dans la salle, ils se sont dit, what the fuck? Et, enfin, ils ont dit en cambodgien, mais en khmer, et j'ai dit, en fait, personne ne paye, et il n'y a pas de système de relance. Et donc, on a mis en place avec un petit CRM que j'ai développé avec de l'IA, des systèmes de relance, un truc de gestion simplement, parce qu'il y a beaucoup d'ASBL qui fonctionnent à vue. Et le problème, c'est que on attend des chiffres d'eux, quoi. On attend de la rentabilité, surtout particulièrement en Belgique. Au Cambodge, là, ils dépendaient de fonds gouvernementaux, mais étant donné que le gouvernement tend à être un petit peu incertain et à basculer vers la droite, la défense des travailleurs, ils savaient bien qu'ils n'allaient plus recevoir de subsides. Et donc, du coup, la présidente m'a dit, moi, je veux vraiment être self-sufficient, quoi, être autonome. Et donc, je lui ai expliqué, effectivement, tu pourrais être autonome si tout le monde payait, quoi. Et donc, je pense qu'en fait, voir les données d'une ASBL, mais ça, c'est valable à nouveau pour des entreprises et pour plein de choses, c'est la partie principale de la communication. C'est par là que doit commencer la communication, quoi. C'est pas tant par des beaux posts ou des belles vidéos. Parce que faire des vidéos, c'est bien, mais si on ne sait pas à qui on parle, et on ne sait pas ce qu'on doit faire, vers où on va, c'est bullshit, quoi. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, de l'autre côté, les ASBL, les ONG, comment elles rentrent dedans? En fait, elles me contactent. Donc, il y a sur le site de Nomad Impact, il suffit de contacter sur le formulaire de contact.
Et on a une petite réunion d'une demi-heure pour un peu cadrer leurs demandes et leurs besoins. Et ensuite, une fois que tout est cadré, parce que des fois, des ASBL pensent qu'ils ont besoin d'un site internet, et quand on analyse vraiment, c'est peut-être pas forcément ça. Donc, je préfère quand même analyser, faire un retour. Et les missions, c'est moi qui vais les encoder et les subtasquer, donc c'est-à-dire créer des sous-tâches qui sont reliées à la mission. Et ensuite, je les impute dans la plateforme et un code est envoyé à l'ASBL, à l'email de l'ASBL, pour dire que le compte a été créé, que la mission est visible, publiée. Et donc, à partir du moment où j'ai une candidature d'un expert et qu'elle est validée, ils reçoivent un autre mail pour dire, voilà, on a trouvé l'expert pour la mission est lancée. Et on réalise des sprints. J'essaye de réaliser des sprints d'1 mois parce que j'aime pas qu'il y ait trop de latence aussi dans la mission, parce que après, la coordination devient compliquée quand il y a trop de durée. Mais évidemment, un site internet, on peut pas toujours développer en 1 mois, mais par exemple, les audits de communication, ça c'est des sprints qui peuvent se faire assez rapidement. Donc, à partir du moment où le match est fait, il y a la réunion de kick-off où je présente l'expert et la SBL. Et on cadre vraiment tout ce qui se fait. La mission est lancée dans la plateforme. Et après, il y a toutes les tâches qui suivent de manière assez transparente. Et là, tu te retires. Toi, t'es vraiment dans le kick-off, mais le reste, après, c'est entre eux. Quoi. Après, je me retire, mais je fournis en amont beaucoup de ressources en fait aux experts. Donc, les experts ne partent pas comme ça, boum, dans la nature. Donc, je fournis ce qu'on appelle des SOP, c'est-à-dire des déroulés de missions. Donc, chaque type de mission a un déroulé. Il y a un nombre d'heures qui est évalué par étape. Il y a des étapes qui peuvent être faites avec juste l'ASBL, avec l'expert ou avec les deux, c'est-à-dire l'achat du nom de domaine, de l'hébergement. Et du côté de la plateforme pour les ASBL, là il y a des ressources, par exemple, comment vous créez un nom de domaine, comment vous créez un hébergement, qu'est-ce que c'est un hébergement, qu'est-ce que c'est un nom de domaine, qu'est-ce que c'est un FTP, parce que des bases dans le web, mais c'est bien, mais si tu comprends pas exactement ce que tu fais, il y a des gens qui comprennent pas, mais le nom de domaine, j'ai acheté, donc j'ai pas besoin. Non, l'hébergement, c'est le serveur, c'est une zone sur laquelle va être hébergé votre site internet. La nuance des deux, c'est importante aussi. Donc là, il y a des ressources pour eux. Dès qu'ils ont un compte, ils peuvent accéder à leurs ressources et ils peuvent choisir s'ils veulent que cette étape-là soit gérée par eux ou par quelqu'un d'autre. Ils disent, en fait, ça reste quand même flou pour moi. Et donc, là, c'est validé par l'expert et il y a toujours un ping-pong en fait une fois qu'une tâche est terminée, l'expert l'envoie, c'est validé par la SBL, etc. Moi, j'ai toujours une vue parce que je suis administrateur, donc j'ai toujours une vue s'il y a jamais quelque chose qui flanche, je reçois des notifications en mode là, ça fait 3 semaines que ça bouge plus, il y a un problème. Mais j'ai pas envie non plus de pressurer tout le monde, parce que je sais bien que le rythme dans les ASBL des fois peut être lent parce que il y a besoin de concertation, de beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants, etc. Puis je sais aussi que les experts, ils sont freelance, donc ils sont pas full time avec moi malheureusement. J'ai pas encore le budget pour employer des personnes, mais j'aime vraiment bien le profil freelance, donc ça me va très bien. L'idée c'est vraiment d'être une plateforme de relais en fait et de ressources aussi. Et donc les experts, eux, ils ont vraiment leur déroulé de mission dans leur plateforme dès qu'ils valident une mission, quoi. Et tu parlais de budget. Comment ça se finance pour l'instant, Nomad Impact? Comment ça peut vivre? Alors, j'ai retourné cette question dans ma tête 1000 fois parce que je voulais quand même rester le maximum abordable auprès des ASBL. Mais il va falloir quand même que ce soit viable, parce que sinon, si 100% de l'argent transite par les experts, l'ASBL ne va pas vivre longtemps. Donc, je fonctionne avec un système d'abonnement. Tu peux avoir un abonnement à 9, 29 ou 49 euros par mois. Donc, je voulais vraiment que ça reste en dessous de la barre des 50 euros par mois pour que ça reste abordable. Et il faut savoir que j'implémente toujours avec des ressources. Donc, tous les mois, il y aura des ressources supplémentaires. Donc, ça veut dire qu'on peut même s'inscrire simplement avec un abonnement de 9 euros et on a accès aux ressources simplement pour soi-même gérer. Par exemple, si on se dit, en fait, j'ai une personne qui est à la com mais qui n'a pas la formation, elle pourra utiliser comme une bibliothèque de ressources, en fait, la plateforme. Et il y a aussi la possibilité d'encoder des missions quand on a vraiment des missions dédiées. Donc, les deux ne sont pas antinomiques. Dès qu'on a créé un compte avec un abonnement, on peut créer une mission. Et ça, c'est vraiment... Mais ça reste c'est pas du conditionnel, mais j'ai pas envie que ça soit la norme. Si une ASBL ou une ONG peut prouver qu'elle n'a pas de financement gouvernementaux, qu'elle ne fonctionne que sur des dons, ça, on peut encoder la mission en pro bono. Et la prend qui veut, quoi. Donc, moi, par exemple, j'en ai fait j'en réalise une en ce moment pour East Bali Poverty Project, qui est un projet qui aide les enfants défavorisés de l'Est de Bali à avoir un accès à la scolarité. Et donc, en fait, vu que j'ai un rapport avec l'Asie du Sud-Est parce que j'ai voyagé là, donc j'ai contacté des ONG sur place et elles sont sautées dessus en mode oui, j'ai besoin de ton aide. Et donc, East Bali Poverty Project m'ont vraiment montré avec des preuves financières qui ne fonctionnaient qu'avec des dons.
Et donc là, j'ai encodé la mission en pro bono. Bon, je l'ai réalisé moi-même parce que pour le moment, les experts, j'en ai 6-7, mais voilà, j'ai encore envie qu'ils commencent avec des missions rémunérées, sinon je vais pas vraiment les motiver à travailler. D'autant plus que j'ai envie que ça reste quand même marginal et justifié, quoi. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des ASBL en Belgique, la plupart ont des subsides. Donc, la plupart pourraient se payer un site Internet. En plus, quand on parle d'émissions de Nomad Impact, on parle de site Internet qui dépasse pas les 3 000 €, 2 500 €. Alors, je vais pas cracher dans les agences, mais par exemple, si on va dans une agence, c'est 10-20 000 €. Et il n'y a pas l'autonomisation à la fin, il n'y a pas la transmission, tu vois. Moi, c'est vraiment un outil, enfin, Nomad Impact, c'est un outil pour tous les ASBL, en fait. Vraiment, c'est une boîte à outils avec des ressources et des missions quand on se dit, OK, je comprends en quoi retourne cette mission, mais je ne me sens pas apte de la faire. Alors, on fait appel à un expert et l'expert nous accompagne tout le long du process. Et le but, c'est d'avoir vraiment, aussi bien dans les experts que les ASBL, des gens de partout dans le monde? Alors oui, ici, dans les faits, vu que c'est une ASBL belge, j'ai forcément plus de contacts avec des ASBL belges. Et donc, je pense que la base va commencer avec des experts belges et des ASBL belges. Mais j'ai déjà, par exemple, 2 experts qui sont inscrits sur la plateforme, un qui est allemand, mais qui vient de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et une autre qui est de Hong Kong. Et donc, je pense que les deux vont pouvoir corréler en même temps. L'idée, c'est effectivement que ça devienne global, mondial. Bon, c'est toujours mieux de rêver que de rêver trop petit. Donc, l'idée, c'est soit effectivement que, voilà, je puisse ouvrir la porte à des ASBL et des ONG internationales. Sachant que Impact Access, c'est vraiment l'option de rajouter sa mission en mode pro bono. Et souvent, dans les pays émergents, il n'y a pas de subsides. Et donc, moi, j'aimerais vraiment bien que les abonnements de pays en développé, j'utilise vraiment 15 guillemets pour dire ça, parce que je ne vois pas d'autres terminologies des pays occidentaux, je vais dire, puissent payer, en fait, les missions des pays en développement, quoi. Et ça, ce serait le Robin Hood process. Mais ce serait vraiment le principe qui en tout cas, qui me porte, moi, quoi. Éthiquement, c'est vraiment quelque chose vers lequel je tends et j'ai envie d'aller, quoi. Et tu l'as un peu expliqué, mais comment tu as eu vraiment le déclic de te dire, OK, en fait, ce projet n'existe pas, c'est moi, je vais le lancer. Enfin, parce qu'il y a le fait d'avoir l'idée, mais le fait de oser faire le pas de la lancer officiellement. Enfin, tu vois, quel a été ton déclic à toi? Je pense que le retour d'Asie a quand même beaucoup joué. Une fois que je suis revenue d'Asie, j'ai encore eu des ASBL avec lesquels j'avais commencé à travailler en tant que nomade qui sont revenus vers moi en disant, là, tu es en Belgique? Oui. Est-ce qu'on peut se voir pour une formation? Parce que j'ai pas tout compris. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, en fait. Et effectivement, la démocratisation de l'IA, je te dis, c'est vraiment les astres qui sont alignés à un moment donné, le retour des demandes d'ASBL, la réflexion aussi qu'on s'est fait sur la vie de digital nomade, tout ça, c'est un peu percolé dans mon cerveau pendant quelques mois, je pense. Et puis, je me suis dit, allez, c'est bon, on le fait. Il y a vraiment, mais je l'ai fait toute seule, mais c'est cool, quoi. Je pense que je l'ai eu en tête, l'été dernier, je crois. Excellent. Et donc, pendant 6 mois, il y a vraiment eu uniquement de la réflexion sur comment l'organiser, etc. Et puis, comme je t'ai dit, en janvier, j'ai changé le scope en mode, non, en fait, il va falloir quand même du budget. Parce que j'avais encore la mentalité d'ASBL sans but lucratif, donc ça doit être gratuit. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut vraiment déconstruire en Belgique, parce que je pense que dans les pays anglo-saxons, ils ont déjà ce réflexe-là de penser, c'est pas parce qu'on est une ONG qu'on ne doit pas faire du profit. Enfin, oui, légalement, tu peux pas faire du profit, mais c'est pas pour ça que tu peux pas être performant. Donc, il faut vraiment que je trouve un business model, quoi. Donc voilà. Trop bien. Comment tu vas chercher maintenant les experts? Parce que j'imagine les ASBL, elles voient déjà le besoin, il y en a beaucoup qui connaissent, donc ça va être limite plus facile de les faire rentrer. Comment tu vas trouver les experts? Dans les faits, là, j'ai déjà 5-6 experts qui ont rejoint la plateforme, qui ont encodé leur profil et qui ont des profils assez complémentaires, donc c'est bien. J'ai un spécialiste de communication manager. J'ai moi qui suis quand même web designer, qui vais toujours avoir une vue de toute façon sur ce qui est fait. J'ai rencontré un web designer Médior. J'ai rencontré une graphiste aussi qui est intéressée, mais à nouveau c'est des profils freelance, donc il faut un petit peu, je pense qu'il faut un peu de temps pour arrondir un peu tout ça. Mais j'ambitionne pas la première année d'avoir 100 experts, tu vois, et parce que ça va être ingérable. Et moi, une personne à la coordination, ça va déjà être beaucoup. Donc moi, je pense qu'on va commencer petit, donc avec un pôle de, 10 experts qui vont être tous complémentaires dans l'émission pour pouvoir couvrir vraiment toutes les demandes.
Et les ASBL viendront à nous. Et comme je t'ai dit, le rythme des ASBL n'est pas non plus... on n'est pas dans une agence. Allez, moi, je veux ça pour la semaine prochaine. Elles comprendront qu'en fait, OK, on va faire votre site internet, mais on va le faire le mois prochain, quoi. Donc, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans les meilleures conditions, fournir le service, quoi. J'ai pas envie de fournir un site internet, puis qu'après, on n'ait pas le temps de faire la formation, etc. Moi, je préfère vraiment que tout soit optimal pour que les personnes puissent avoir l'outil, comprendre l'outil surtout. Et si l'outil est pas compris, c'est que la mission est pas terminée, quoi. Donc, Et c'est quoi l'ambition? Vu que tu disais, faut voir grand. Faut oser voir grand. J'aimerais, alors dans mes rêves les plus fous, mais je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui a vraiment beaucoup de projets en tête, ce serait que dans 2 ans peut-être, ou 3, ce soit vraiment une ONG, quoi. Donc qu'on soit, que Nomad Impact passe du statut d'ASBL à ONG et que les missions soient vraiment worldwide, donc vraiment mondiales. Et j'aimerais partir comme j'ai fait à Chiang Mai, c'est-à-dire prospecter dans des pays où il y a beaucoup de digitaux nomades. Parce que ça reste quand même le pôle d'experts qui est le plus spécifique, des personnes qui sont adaptées à des horaires décalés, qui ont une grande flexibilité, beaucoup de pédagogie et de didactisme, ça dit? D'aspect didactique. Oui, voilà, pédagogue. Oui, pédagogue. Et parce que si jamais, ça passe à l'international et que j'ai d'autres ONG, c'est des personnes qui parlent anglais, qui savent avoir plusieurs langues. Donc là, j'ai été en Thaïlande. J'aimerais bien aller au Mexique où il y a vraiment un gros pôle aussi. En fait, il y a beaucoup d'Américains. Donc les digitaux nomades sont divisés beaucoup en 2 flux migratoires, on va dire, si je parle comme une petite historienne. Premier flux, c'est en Asie du Sud-Est, donc où j'ai été avec Lina. Là, c'est beaucoup d'Européens. Même s'il y a 7 heures de décalage, je ne sais pas pourquoi ils aiment beaucoup, et des Australiens. Donc beaucoup d'Allemands, Anglais, Français, peu de Belges encore, et des Australiens, parce que là, c'est vraiment à côté, quoi. Et il y a un deuxième flux, on va dire, qui est Amérique centrale, Colombie, Mexique. Et ça, c'est des Américains, parce qu'en fait, ils sont sur le même fuseau horaire, bêtement. Et donc, ça simplifie vraiment grandement. Et la vie au Mexique coûte 3 fois moins qu'aux États-Unis. En Colombie, je ne te dis pas. Et donc, il y a vraiment beaucoup de pôles de digitaux nomades, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et est-ce que tu imagines un jour pouvoir, toi, te rémunérer via le fonctionnement de cette plateforme? Ouais, c'est le but, en fait. C'est le but. C'est la coordination. Je sais qu'à un moment donné, quand il y a une mission par mois, ça va, mais quand je vais avoir plusieurs missions, ça va être il va falloir un temps plein pour que ce soit pérenne. Donc, moi, l'idée, ce serait effectivement que je me rémunère avec la coordination du projet. Mais ça, je pense, voilà, une ASBL pour être viable, il faut bien 1 ou 2 ans, donc je vais commencer gentiment et je verrai quand je pourrai m'auto-payer, je veux dire. Juste pour la coordination et mettre en place. Moi, mon rêve serait vraiment d'avoir quelques experts, quelques contrats de quelques abonnements peut-être récurrents et des demandes et parts comme ça de missions. Je pense que ce serait déjà un bon début. Et là, je pourrais vraiment ouvrir la porte à l'international. Et comme tu as le statut d'ASBL en Belgique, est-ce que tu as pensé faire des demandes de subsides, etc. ici en Belgique? Oui, c'est la Fondation Roi Baudouin notamment. Et alors les fonds aussi au développement international, donc la collaboration internationale, je pense. Ça, en fait, on rentre par rapport aux objectifs de Nomad Impact, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais du capacity building. Donc, c'est vraiment de la création de compétences. Et c'est vraiment l'objectif principal des axes de développement nord-sud, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire des pays émergents et des pays déjà développés, toujours avec 15 guillemets, parce que je trouve pas qu'on soit particulièrement développé, mais bon, c'est un autre débat. C'est du capacity building, donc c'est-à-dire, notamment dans le digital, c'est-à-dire vraiment aider à quelqu'un à pêcher, quoi, bêtement, des personnes qui, n'ont pas toujours des accès à du Wi-Fi stable, etc., leur apprendre quand même comment développer un site internet, comment communiquer. Là, je vois bien qu'avec, par exemple, la mission que j'ai réalisée au Cambodge, la personne n'était pas du tout au-dessus du site internet, mais voilà, on s'est formés ensemble, c'était vraiment du one-to-one, mais là, c'était physique, donc ça change encore évidemment la donne. Mais j'aimerais bien quand même réaliser quelques missions qui, par exemple, éthiquement m'apporteraient vraiment d'aller les faire, ce serait vraiment le pied, d'aller les faire moi-même toute seule, quoi, j'aime bien. Trop bien. Ce serait quoi, justement, les missions éthiquement intéressantes pour toi? East Bali Poverty Project, c'est vraiment un très beau projet, donc je suis contente de l'avoir pris. Et j'ai plein de missions, en fait, des gens qui ont entendu parler de moi. Et donc, pour le moment, j'ai un petit peu trop de demandes d'ASBL par rapport aux experts. Mais voilà, des missions qui touchent à la lutte contre la précarité, toutes des missions que je trouve à impact. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Nomad Impact, vraiment de l'impact qu'on gère de manière nomade, donc que ce soit en Belgique ou dans les autres pays. Je suis très contente de mon nom, et comme tu vois. Et je sais pas, ce serait des projets pour aider
l'environnement, la faune, la flore. Moi, j'adore tout ce qui est les oiseaux, par exemple. Ouais. Donc, Et tu penses que tout est faisable vraiment en remote? Parce que voilà, les connexions Internet, etc. sont peut-être pas pareilles dans toutes les régions, notamment. Et est-ce qu'au niveau de la transmission, justement, selon toi, on sait tout faire en remote? Oui, je pense que oui. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses pendant le Covid en remote. Et étant donné que, dans les faits, il y a quand même une grande partie qui va être gérée par les experts et ensuite la partie de transmission, là ça pourra se faire en visio. Si ce sont des ASBL en Belgique, ça peut toujours se faire en présentiel si jamais il y a vraiment la demande spécifique, et là il y aurait peut-être des frais de transport, des défraiements, ce genre de choses là. Mais je pense, moi je honnêtement, en étant rentrée de ma mission au Cambodge, je me suis dit j'aurais pu le faire. Alors j'étais très heureuse d'être à Phnom Penh, parce que les dumplings sont excellents, mais je me suis dit ok, là, c'était très bien d'en faire une sur place, parce que mon cerveau s'est vraiment mis, ça je peux le faire en remote, ça je peux le faire en remote, ok, ça c'est chaud. Et donc ce qui n'est pas possible en remote, on va trouver une autre solution, quoi. Mais aujourd'hui, il y a une telle le World Wide Web, le web et l'IA permettent d'avoir des outils tellement complexes mais lisibles aujourd'hui, ou des visios, tu peux enregistrer les notes, etc. Je veux dire, l'IA, ça peut être le meilleur outil du monde si on l'utilise bien aujourd'hui. Donc moi, je mise beaucoup dessus. Je le vois plus comme un outil que comme une arme. Et donc je pense qu'on peut pallier à tout ça. S'il y a un problème de Wi-Fi, on fait des enregistrements, voilà. Mais moi, je reste toujours en support backup si jamais il y a quoi comme ça comme question, parce que a priori, je peux gérer toutes ces missions-là moi-même, mais je suis juste pas 12 personnes en moi. Et donc, je pourrais être le helpdesk de Nomad Impact, pardon. Trop bien. Nomad Impact, tu le vois vraiment comme un projet entrepreneurial? Dans les faits, c'est entrepreneurial parce que oui, parce qu'il y a une finalité un peu de se dépasser aussi, d'innover, de créer des ponts dans des structures qui n'existaient pas avant. Et surtout, je pense, de répondre à un problème. Alors, c'est peut-être ambitieux ce que je dis, mais un vrai problème de société, qui est que les ASBL, aujourd'hui, on leur demande énormément de choses. On leur demande de fonctionner comme des entreprises. Donc, depuis le nouveau régime des entreprises, il y a quelques années, je l'appelle nouveau, mais c'est il y a quelques années, on demande à des entreprises d'avoir du reporting, d'avoir pas des bénéfices, mais d'avoir des rapports d'activité, de la productivité. Mais les personnes n'ont jamais ou les financements disponibles pour une personne dans la communication, ou les capacités. Hier, je parlais encore à une ETA. Donc les ETA, c'est des entreprises de travail adapté. C'est aussi dans le scope de Nomad Impact. Ce sont des entreprises à impact qui aident en tout cas à la réintégration professionnelle de personnes avec troubles du handicap. Donc ça, c'est des belles valeurs aussi que j'aime beaucoup. J'ai rencontré une ETA qui, elle, justement, visait le durable, donc le éco-packaging, etc. Donc, j'étais au paradis dans ce genre de truc. Je dis, oui. Et donc, ils ont 100 employés, ils ont 0 personne à la com. Et je me suis dit, mais c'est quand même délirant, quoi. Alors, je dis pas que la communication doit être centrale dans une entreprise, mais que tu n'aies pas une personne dédiée alors que tu as 100 employés, c'est aussi un déséquilibre qui va faire qu'en fait, personne ne connaît. Personne n'entend parler de ton ASBL ou de ton projet social. Donc, comment communiquer? Là, c'est clairement c'est clairement des gens qui peuvent faire appel à la mission Nomad Impact parce qu'ils vont avoir une personne, mais alors il faudrait peut-être un accompagnement pas spontané, mais vraiment un accompagnement sur le long terme. Ce qu'on peut aussi offrir avec Nomad Impact. Avec les principes d'abonnement, si tu prends un abonnement un peu plus élaboré, t'as de l'assistance aussi. L'abonnement à 49 €, tu as des calls avec moi ou avec des experts tous les mois où on voit un petit peu où tu veux en être, où on peut te réorienter, pardon. Et si tu as une personne qui est à la communication mais qui n'a pas une formation de communication, ce qui peut arriver des fois dans les ASBL, c'est une personne qui est parachutée à la com. Oh, tu sais tenir une caméra, allons-y. Et donc, j'en vois beaucoup, quoi. Tu sais, tu es à l'aise devant l'écran, machin. Ok, tu seras à la com, mais c'est quand même des études, c'est quand même de la technique beaucoup. Ces personnes-là, on peut les accompagner. Et ça aussi, c'est un autre angle qu'on peut faire. C'est pas les missions sporadiques comme j'ai parlé, c'est vraiment des missions sur le long terme. Tu penses que c'est toutes tes expériences déjà à l'étranger, ta partie digital nomade, plus toutes tes expériences professionnelles passées qui ont permis de rassembler tout ça et de créer Nomad Impact. Ça t'a servi? C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, quand je parle du projet, il y a mes potes qui me disent, mais t'es une grosse tarée. Parce que je leur ai dit, donc, je suis arrivée avec mes cartes de visite, que j'avais fait imprimer le 1er janvier à Chiang Mai dans une petite réimprimerie. Et, j'étais toute seule comme ça. Et elles me disent, mais t'es folle, quoi. Mais en fait, plus ça va, plus, comme on a déjà tracé un peu mon historique professionnel,
j'ai l'impression que tout s'est mis en place pour ça, quoi. Comme je te dis, tous les astres s'alignent, mon expérience en web, mon expérience avec les ASBL, l'expérience avec les digitaux nomades, et tout s'est aligné. Et du haut de mes 40 ans, je me dis, ah bah voilà, après 20 ans d'expérience, non, ce que je raconte, 15 ans d'expérience professionnelle, j'ai trouvé mon ikigai, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup le terme ikigai, même si je trouve qu'il a été tellement utilisé qu'on Tu peux expliquer ce que c'est, justement, pour ceux qui connaissent pas? Que j'explique, moi? Ouais. Donc, l'ikigai, c'est vraiment, il faut imaginer un cercle, enfin, plusieurs cercles qui se rassemblent. Et donc, tu as un cercle en ce que tu es bon, en quoi tu es bon au niveau professionnel, ce dont le monde a besoin. Bon, c'est un peu prétentieux, mais ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu pourrais être payé, et ceux qui répondent vraiment à un problème. Je pense que c'est ça, les 4 éléments. Et quand tu arrives vraiment à merger les 4, parce que des fois, t'es bon pour un truc, mais tu peux pas être payé pour ça. Ouais. Et ça, c'est assez chiant. Des fois, t'es payé pour un truc, mais ça t'emmerde. Et, ou des fois, c'est, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Des fois, tu peux te payer pour quelque chose, mais ça ne te transcende pas, ou le monde n'a pas vraiment besoin de ça, ça répond pas à un problème. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être à la frontière des 4. Alors, peut-être que je suis, très rêveuse, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut répondre à des besoins. Et je sais que j'ai déjà parlé du projet sur d'autres supports médias, etc. Et je sais que les ASBL se sont complètement entendus dans ce que je disais. Et me disent toujours, mais c'est un super projet, quoi. Il faut absolument. Je suis là, oui, basta. On développe le projet d'abord. Et donc c'est quelque chose aussi qui me plaît parce que c'est complètement utile, quoi. Je fais pas des sites internet pour. Je sais pas, à un moment donné, j'ai fait des sites internet. Enfin, j'ai pas envie de nommer, mais pour des agences, des clubs échangistes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pas la même vague. Comment ça se fait que j'arrive à ce stade-là, jour croisière échangiste? Donc, ça a allié vraiment croisière, échangiste, tout ce que je hais. Et je me suis dit, mais enfin, comment c'est possible d'arriver, après des années d'expérience, à accepter ce genre de contrat, alors que j'avais pas vraiment besoin financièrement. Mais des fois, on est dans un roulement, quand on est indépendant, où on dit oui, en contrat pour faire du contrat, et on se questionne pas sur la finalité du projet, tu vois. Et tu mets quand même ton nom derrière quelque chose, quoi. Et donc moi, à un moment donné, je me suis sentie vraiment éloignée des projets que je designais, je vais dire. Et je me suis dit non, il faut un recentrage. Et comme je t'ai dit, quand on est rentré d'Asie, tout te semble un peu disproportionné en Europe. On n'est quand même pas au niveau des États-Unis, mais voilà, je trouve que les gens ont des grandes demeures, des grands jardins, etc. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'autant de choses. Et donc, ça permet aussi de dire, non, en fait, j'ai pas besoin de ce contrat-là, j'ai pas envie d'associer mon nom à ce genre de principe-là, quoi. Ouais. Et là, je serais très fière, en tout cas, si j'arrive à avoir ma petite, je vais pas dire ma petite écurie, mais mon petit, mes petits experts, parce que c'est même pas une équipe, parce que techniquement, c'est pas mes employés, mais d'avoir un petit pôle d'experts et des ASBL qui seraient contents de leur projet, et surtout, qui puissent utiliser leurs outils de com. Là, moi, je suis business. Tu sais d'où ça te vient, cette fibre entrepreneuriale? Parce que t'as toujours été employée, mais indépendante complémentaire aussi. Ça te vient d'où? Je sais pas trop, parce que mon père était employé toute sa vie. Ma mère a eu des boulots quand même fort différents, mais je pense que j'ai toujours été, depuis que je suis gamine, très indépendante. Ouais. Et j'ai un petit problème à l'autorité. Et j'ai toujours l'impression que je sais mieux faire que les gens. Je sais que je soigne ça avec ma psy, y a pas de problème, mais j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, comme je te dis, j'apprends vite et des fois les choses me lassent. Et quand j'avais un boulot, je vais dire plan entre guillemets, avoir le fait d'avoir mon activité en plus, ça me permettait d'être stimulée intellectuellement aussi. Et surtout de m'améliorer, quoi. Parce que quand je vois les premiers sites internet que j'ai fait, mon Dieu. Look away. On s'améliore. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Je pense que c'est pas pour rien que je suis au KIC, dans des infrastructures comme le TRAC aussi, où j'aide des personnes à développer des projets. Je pense que j'ai toujours eu ça. Et c'est là que je me sens le mieux. Je suis très autonome, très organisée. Pédagogue aussi. Je pense à l'écoute quand même des besoins des gens. Et je pense que c'est des choses qui sont faites pour les indépendants. Maintenant, il faut beaucoup de discipline. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens me disent. Ah, mais c'est beaucoup de travail. Oui. Oui, tu vas pas dormir pendant un petit temps, mais après, voilà, les choses se mettent en place et les personnes qui osent, je pense. Donc, ton podcast, c'est vraiment très à propos. Moi, je suis toujours on a qu'une vie, quoi, tu vois. Ouais. Si t'oses pas, là, maintenant, à 40 ans, du haut de tes 40 ans, sans enfant, sans prêt, t'oseras quand ce que tu veux faire, quoi, tu vois. D'autant plus qu'on est quand même dans un pays, je crache beaucoup sur la Belgique, juste parce qu'il pleut tout le temps. Mais c'est quand même un pays où
t'as des infrastructures comme le track qui nous accueille aujourd'hui où voilà, on a envie de dynamiser l'entrepreneuriat, t'as quand même des aides. Je veux dire, j'ai été dans des pays où t'as des aides nulle part de quelqu'un qui veut entreprendre, bah vas-y. Ouais. Vas-y, lance ton resto, débrouille-toi. Qu'ici on est quand même, voilà, on est épaulé, etc. Donc c'est assez agréable et j'adore oser, en fait. J'adore le risque, mais pas le risque, pas rouler sans casque avec une moto, mais la prise de risque. Dans ma vie, c'est quelque chose qui m'a toujours poussée parce que c'est quelque chose, je me suis rendu compte très jeune, qui m'apporte toujours le plus grand bonheur et le plus grand bénéfice, quoi. Trop bien. Ouais. Et j'avais une question, mais en fait, j'ai été complètement prise par ce que tu disais. Ah, c'est que je suis bonne oratrice, alors trop bien. Mais oui, tout à fait. Oui, tu parlais du fait d'être organisé. Ouais. L'organisation, c'est vraiment la clé parce que là, comme tu as ton projet Nomad Impact, plus ton boulot, plus encore des missions freelance, comment t'organises ton temps en fait? Alors Google Agenda, bonsoir. Déjà, non, j'ai toujours eu ça en fait. Comme tu dis, j'ai toujours eu mon activité d'indépendante a toujours été en parallèle de ma vie. Ouais. Ici maintenant, avec Nomad Impact, je la réduis quand même fortement. Comme je t'ai dit aussi, parce que j'ai plus envie de répondre à des demandes qui me correspondent pas. Et parce que beaucoup de mes clients, je veux dire 60 à 70% de mes clients, c'était des ASBL, donc elles vont rebifurquer vers le projet Nomad Impact, et être aspirées dans le projet Nomad Impact. Oui, c'est une question d'organisation, beaucoup. Et j'ai toujours été je suis très maniaque. Par exemple, chez moi, tu n'as pas un truc qui dépasse, et c'est une obsession que j'ai depuis que je suis gamine. Je triais mes peluches par ordre de taille. Excellent. Qui fait ça? Tu vois? Et ma mère m'a toujours dit, tu es folle, en fait. Tu vois? Je suis allée voir une psy et tout. Elle me disait, non, elle est quelqu'un de très organisé, c'est tout, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est bête, c'est con, hein, parce que je vais bitcher sur mes parents, mais ils sont super désorganisés tous les deux, tu vois. Ils ont du bordel, voilà. Comme ça, c'est leur truc. C'est des gens un peu fouillis, comme ça, mais très vivants, quoi. Et moi, j'ai toujours été super organisée depuis que je suis gamine, tu vois. En réaction, évidemment, parce que je supporte pas quand tu trouves pas tes clés, quand tu trouves pas tes trucs, ça me rend dingue, moi, tu vois. Et donc, je pense que cette organisation, ce besoin de cadre, de cohérence, se transpose sur tout, quoi, sur les autres éléments de ta vie. Et ça, c'est vraiment l'organisation et la discipline. Je pense que si tu as ça, tu as beau même ne pas avoir une fibre entrepreneuriale, t'as déjà une excellente base, quoi, tu vois. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont des grandes idées, vraiment. Des fois, je vais à du networking, etc. Des gens qui ont des excellentes idées, mais qui se reposent ou sur leur laurier, ou qui sont pas organisés, ou qui sont pas disciplinés. Et ça, ça fait un peu Karate Kid, mais la discipline, ça, je veux dire, c'est essentiel. Quand t'es digital nomade, si t'es pas discipliné, tu finis au bord d'une piscine à Bali avec un cocktail et tu te dis merde, mon client qui me rappelle pourquoi. Et donc j'ai été super impressionnée par Lina et par moi parce que je me suis dit on est méga disciplinés, quoi. On est vraiment c'est pas sérieux parce que sérieux ça fait un peu nerd, mais des personnes disciplinées, on a le respect du travail, du cadre, etc. Et après tu peux faire la fête, etc. Ça c'est cool, mais la discipline, et c'est quelque chose que je vais encore faire ma daronne, mais j'essaye d'expliquer à des gens plus jeunes que moi. Genre la 25, etc. La discipline, je parle vraiment comme ma grand-mère, c'est terrible. Plus je vieillis, plus je parle comme ma grand-mère. La discipline, c'est essentiel dans la vie parce que tu peux être con, et si t'es discipliné, t'arriveras déjà à beaucoup de choses, tu vois. Et ça, c'est une belle philosophie. Mais non, c'est vrai, non. Et pour revenir à ça, pourquoi c'est si important pour toi cette partie vraiment à la fin des accompagnements, du coup à la fin des missions, cette partie formation et rendre les gens autonomes? Parce qu'en fait, pour moi j'ai toujours vu la communication comme une boîte à outils. Je vois pas ça comme quelque chose de beau, comme on va faire. Je sais bien qu'il y a eu un gros engouement maintenant qui recommence à retomber un peu sur les réseaux sociaux, de faire des belles vidéos, de faire du like, etc. Et en fait, on a eu un peu cette frénésie de dopamine comme ça, de se dire allez, je vais faire des vidéos, je vais faire du like, machin. Et donc beaucoup d'ASBL me sont revenus en disant je veux 4 posts par semaine. Mais ok, quels sont vos publics cibles? On sait pas. On fait des posts, on fait du like, et en fait tout le monde était pris dans cette frénésie à la fois personnelle de publier ses photos de chat et professionnelle de faire des posts, sans savoir en fait à qui tu t'adresses, à quelle fréquence tu peux t'adresser à eux, parce qu'à un moment donné, quand on publie tous les jours, les gens sont saoulés, c'est normal. Qu'il y a quand même une baisse d'intérêt des réseaux sociaux depuis quand même quelques années, que ton public, peut-être c'est un public qui est plus vieux, plus précarisé, voilà, je ne sais pas, tu ne sais pas, et donc tant que t'as pas fait un petit retour de tes datas,
Alors, je parle vraiment comme une nerd, mais tes data, c'est essentiel. Surtout qu'aujourd'hui, on peut les lire de manière très lisible, très explicative, etc. Il faut d'abord que tu apprennes à quel public tu parles. Et quand tu vois à quel public tu parles, comment adapter ton discours à eux. Et là, ta communication va pouvoir être pertinente. Parce que si tu fais des posts pour faire du post, ça, voilà, tu seras une super influenceuse, mais tu seras pas pertinent dans ton secteur. Par exemple, j'ai travaillé pendant quelques années comme bénévole d'expertise pour Comme Chez Nous, qui est une structure à Charleroi, c'est une ASBL. Un abri de jour ou de nuit? Un abri de nuit pour les personnes sans abri, en situation de sans-abrisme, à Charleroi. Et en fait, ils communiquaient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quand tu communiques sur les réseaux sociaux à des personnes ou qui n'ont pas de téléphone, ou qui n'ont pas, voilà. Et donc, des fois, il y a des problèmes de cohérence, tu vois, par rapport au public choisi, ou des personnes, des ASBL, du 3e âge, pas de réseaux sociaux, tu vois, faut réfléchir aussi à ça, ce sera plus du papier, ce sera plus dans des encarts publicitaires, dans des toutes boîtes, etc. Et donc ça c'est quelque chose que tu n'apprends pas quoi. Donc moi j'ai toujours vu ça comme je dis comme des outils pour revenir à ta question de base parce que je fais des digressions permanentes. Et donc c'est important pour moi parce que c'est vraiment j'ai vraiment la mentalité du tu donnes un marteau à une personne, tu donnes le clou puis tu te casses. La personne va planter le clou n'importe comment et son cadre va pas être droit. Mais si tu lui montres tu as un mur de cet angle-là, tu dois faire tenir ce cadre. Et le clou, ça se plante comme ça, tu lui montres 2 fois, la personne, elle comprendra, quoi. Parce que dans les faits, alors il y a des professionnels de la communication qui vont me hurler dessus, mais ce n'est pas si compliqué que ça de communiquer. Si tu sais comment bien communiquer, quel angle choisir, et à quelle fréquence, avec quelle terminologie, c'est pas si compliqué, c'est ça. C'est juste expliquer ce que tu fais, essayer de rendre audible ce que tu fais, avoir des témoignages, etc. Essayer de toucher peut-être une personne, de susciter un intérêt par rapport à ton travail ou à tes actions, ou qu'une personne fasse appel à tes services. C'est tout ce que tu veux faire en fait dans la communication. C'est pas tant faire du like. Faire du like, ça te donne de la dopamine, mais dans les faits, s'il y a pas d'engagement, ça sert à rien, tu vois. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on explique dans les formations à la fin, surtout dans les formations orientées réseaux sociaux ou communication. Et pour le web, c'est la même chose. Si jamais on n'installe pas un petit plugin qui va te dire, en fait, toutes tes personnes sont sur ton site internet qui utilisent les smartphones. Il va falloir vous regarder si son site il est bien responsive sur smartphone. Et aujourd'hui, il y a quelques années, on était encore à du 50-50, maintenant ça bascule à du 70-30, et donc tous les sites doivent être responsive. Si une personne ouvre un site internet qu'elle doit faire comme ça 15 fois, ça rend fou, quoi. Même si tous les sites du SP, ressemblent à ça. Je bitch sur le truc. Mais, et donc ça, il faut aussi réfléchir. Ça fait partie de la réflexion de à qui est-ce que vous parlez. Quel format, quelles sont des personnes? C'est des personnes de 30 ans, c'est des personnes de 60 ans. On n'a pas des chocs de génération. Qu'est-ce qu'un site internet dans les faits? Est-ce que c'est juste un site vitrine qui montre vos services? Ou est-ce que ça peut être une plateforme sur laquelle il y a des personnes qui peuvent télécharger des documents ou un forum de conversation? Voilà. Et c'est des questions qu'il faut vraiment se poser en amont parce que souvent des personnes, et ici dans le cadre de mes accompagnements, c'est vraiment c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai fait des petites études anthropologiques pendant 1 an et demi au Media Lab parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui venaient avec un logo, une envie de site internet, mais pas de projet derrière, tu vois. Et je me dis, mais là, on fait les choses à l'envers, quoi. Il faut vraiment que tu saches à qui tu parles, il faut que tu aies une audience d'abord, parce que parler avec un microphone dans une salle vide, ça ne sert à rien. C'est clair. Donc, tout ça, c'est des choses super importantes et c'est vraiment des mentalités que j'ai envie de développer et c'est surtout des prises de conscience que j'ai envie de faire prendre aux ASBL, quoi. C'est pas parce que vous faites 10 likes et 3 publications que vous n'avez pas parlé aux bonnes personnes. Si ça se trouve, les personnes qui ont vu votre publication et qui font appel à vos services ou quoi, n'ont même pas liké. On n'en sait rien, on connaît pas leur comportement. Il faut arrêter de croire que le like et le machin, le repartage, voilà. Bon, le repartage, c'est encore différent parce que c'est vraiment de l'engagement. Mais le like, c'est du scroll de dopamine. Maintenant, ça veut quasiment plus rien dire tellement les gens sont addicts à ça. Donc, voilà. C'est clair. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Déjà. Oui, ça fait déjà 1 heure. Hein. Et du coup, oui, mais c'est ça le but, encore une fois. Tu donnes un micro à une meuf en même temps. c'est ton problème. Et du coup, je vais quand même te poser la dernière question, la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça peut être à tous les niveaux.
Qu'est-ce que j'aimerais oser faire? J'aimerais bien me raser la tête. C'est ça, j'ai toujours pas osé le faire. Excellent. Pour remettre à neuf mes cheveux, parce que j'ai fait tellement de coloration que je ne sais plus te dire la couleur que j'ai naturellement. À chaque shampoing, ils disparaissent. Donc, c'est vraiment le perso. Et ce que j'aimerais oser faire, c'est pousser la porte de structure pour aller faire des demandes de subsides pour Nomad Impact, pour pouvoir le faire développer de manière pérenne. Mais je pense que là, j'attends d'abord de créer vraiment la structure, d'avoir un roulement assez fonctionnel pour pouvoir faire ça. Trop bien. Merci beaucoup. Je t'en prie, Julie, c'était trop cool. Merci Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. À bientôt pour un nouvel épisode.